Je m'appelle Adeline. Aujourd'hui, en ce jour paisible de l'année 2025, j'ai 35 ans. Je suis assise sur la terrasse de notre vieille bâtisse en pierre ici, au cœur de l'Auvergne, là où le vent souffle encore les histoires de ceux qui nous ont précédés. Mes doigts glissent machinalement sur une cicatrice, un relief irrégulier sur mon épaule gauche, une marque que je porte depuis mes 5 ans. Ma grand-mère Madeleine est assise juste en face de moi. Elle a 75 ans aujourd'hui, elle ne dit rien, elle regarde simplement l'horizon, une tasse de thé fumante entre ses mains calleuses. Mais dans son regard, je vois l'ombre d'un souvenir qui refuse de s'éteindre. Pour comprendre cette cicatrice, pour comprendre pourquoi ma grand-mère est respectée comme une sainte dans ce village après avoir été traitée comme une paria. Il faut revenir en arrière, bien loin en arrière. Nous sommes en 1990. Imaginez une France rurale, rude, où la dignité d'une femme se mesure à la force de son mari. Madeleine a 40 ans et son monde vient de s'effondrer. Mon grand-père est parti, il a fui avec une autre, laissant derrière lui des dettes, une ferme à l'abandon, et ma mère, Chloé, qui venait à peine de me donner la naissance. Madeleine était seule contre les créanciers, seule contre les ragots du village de Saint-Flour. C'était un soir de novembre, un froid de loup, comme on dit ici. La neige commençait à mordre la terre. Madeleine rentrait du marché, la tête basse, quand elle l'a vue. Près du fossé, une silhouette décharnée, un berger des Pyrénées, ou du moins ce qu'il en restait. Il était couvert de gales, ses côtes perçaient sa peau brûlée par le froid, et il avait ce regard de ceux qui ont déjà accepté la mort. N'importe qui aurait passé son chemin. Dans une ferme qui meurt, une bouche de plus à nourrir est un suicide. Mais Madeleine a fait quelque chose d'insensé. Elle a posé son panier, elle a retiré son vieux manteau de laine pour l'envelopper, et elle l'a porté jusqu'à la maison. Elle l'a baptisé Lou. Le lendemain, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Les voisins s'arrêtaient devant la grille, non pas pour aider, mais pour juger. « Madeleine, tu perds la tête !» criait-il. « Ce chien est porteur de maladie, il va contaminer tes bêtes, il porte la poisse. » Ma mère Chloé hurlait elle aussi. Elle ne comprenait pas pourquoi sa mère dépensait les derniers francs de la famille pour des onguents vétérinaires, alors que le lait manquait parfois sur la table. C'est là que le conflit a éclaté, une fracture profonde. Madeleine a dû choisir entre la raison des hommes et l'instinct de son cœur. Elle a choisi le chien. Elle passait ses nuits à brosser cette fourrure infectée, à lui murmurer des mots doux pendant que le village l'ostracisait. Elle disait souvent « S'il survit, Lou sera le seul ici à ne jamais nous trahir. » Elle ne savait pas encore, personne ne savait encore que ce chien galeux, ce porteur de malheur, allait devenir le pilier invisible de notre lignée. Elle ne savait pas que 5 ans plus tard, ce même animal allait devoir traverser un mur de flammes pour m'arracher au sommeil éternel. Pour l'instant, dans cette cuisine sombre de 1990, il n'y avait qu'une femme brisée et un chien mourant, 2 âmes solitaires qui apprenaient à se faire confiance pendant que le reste du monde attendait leur chute. Souvent, je me demande si elle avait écouté la logique, si elle avait laissé Lou dans ce fossé, où serais-je aujourd'hui? Prendriez-vous ce risque, vous? Sauveriez-vous ce que tout le monde rejette au prix de votre propre sécurité? Les mois ont passé, et le petit chien galeux du fossé s'est métamorphosé. En 1991, Lou était devenu un magnifique berger des Pyrénées, doté d'une fourrure longue et grise, un peu comme le brouillard qui enveloppe nos montagnes au petit matin. Mais si son apparence avait changé, l'atmosphère à la ferme restait glaciale. Ma mère, Chloé, ne lui pardonnait toujours pas son existence. Pour elle, chaque morceau de viande donné à Lou était une insulte à notre pauvreté. Pourtant, c'est là que le miracle de l'instinct a commencé.
Dans cette maison où le silence était devenu une arme entre ma mère et ma grand-mère, Loup a décidé de devenir le pont. Il avait une intelligence émotionnelle, presque effrayante. Quand les éclats de voix montaient dans la cuisine, quand ma mère reprochait à Madeleine son entêtement, Lou ne s'enfuyait pas. Non. Il se glissait entre elles. Il posait sa tête sur les genoux de Chloé, puis sur ceux de Madeleine, les obligeant à baisser le ton pour ne pas l'effrayer. C'est lui qui a ramené le rire dans cette bâtisse. Je n'avais qu'1 an, je commençais à ramper sur les dalles froides de la cuisine. Et Lou est devenu mon ombre. Ma mère m'a raconté plus tard qu'elle avait essayé de nous séparer, par peur des microbes, par peur de ce chien de malheur. Mais elle a fini par abandonner. Pourquoi? Parce qu'un après-midi, elle m'a trouvé endormie contre le flanc chaud de Lou. Il ne bougeait pas d'un poil, il respirait à peine pour ne pas me réveiller. Et dans ses yeux, il y avait une tendresse que même les hommes de notre famille n'avaient jamais eue. Peu à peu, le rôle de Lou a dépassé celui d'un simple animal de compagnie. Il est devenu le gardien de la paix. Madeleine, à 41 ans, n'avait plus la force de courir après les brebis égarées. Loup a appris seul, sans dressage, juste en observant le désespoir dans les yeux de sa maîtresse. Il a commencé à ramener les bêtes, à monter la garde la nuit contre les renards, faisant économiser à ma grand-mère des heures de travail épuisantes. Mais le monde extérieur, lui, n'oubliait pas. Au village, la rumeur disait que Madeleine pratiquait la sorcellerie avec son chien. On racontait que si les moutons des autres fermes tombaient malades, c'était parce que ce chien maudit rôdait autour des clôtures. Les gens nous évitaient à l'église le dimanche. Ils changeaient de trottoir quand ma grand-mère passait. Je me souviens d'une image que Madeleine me décrit souvent. Un soir d'hiver, elles étaient assises toutes les deux, la mère et la fille, devant le foyer. Le vent hurlait dehors. Lou était couché à leurs pieds. Ma mère a fini par poser sa main sur la tête du chien et a murmuré « Je l'ai détesté, maman. Je l'ai tellement détesté parce qu'il nous coûtait tout. Mais regarde-le. Il est le seul à être resté quand le toit coulait et que le buffet était vide. » Ce soir-là, la siphonnée de la famille a été pardonnée. Lou avait réussi ce que personne n'avait pu faire. Il avait transformé la colère de ma mère en une forme de respect silencieux. La ferme était toujours pauvre, le village nous tournait toujours le dos. Mais à l'intérieur de ces murs de pierre, nous n'étions plus 3 solitudes. Nous étions une meute, une famille qui se serrait les coudes autour d'un chien qui, chaque jour, payait sa dette de vie par une fidélité absolue. C'était le calme avant la tempête, car nous approchions de l'année 1995. Cette année où le feu allait tout remettre en question. Mais avant cela, je dois vous parler de cette étrange période où Lou a commencé à avoir sa propre famille, une étape cruciale pour notre survie financière, mais aussi le déclencheur d'une jalousie féroce de la part du voisinage. À votre avis, la réussite d'une femme seule avec son chien peut-elle vraiment être acceptée dans un monde qui veut la voir échouer? L'année 1992 s'ouvrit sur un printemps d'une douceur trompeuse. Un de ces printemps où l'Auvergne semble vouloir s'excuser de la rudesse de ses hivers. Lou avait désormais 3 ans. Il était dans la force de l'âge, une boule de muscles agiles et de poils gris acier qui semblaient danser au milieu des genêts d'or. C'est à cette époque que l'impensable se produisit. Un événement qui allait à la fois sauver nos finances et sceller définitivement la haine du village à notre égard. Lou, ce chien de malheur, s'était épris d'une belle femelle de la vallée voisine. De cette union naquit une portée de 7 chiots. 7 petites merveilles au museau noir, portant déjà en elles cette étincelle d'intelligence qui faisait la particularité de leur père. Dans une ferme où chaque sou était compté, ces chiots représentaient un trésor inattendu. Madeleine, avec sa patience de paysanne habituée au cycle de la vie,
s'occupa de la porter comme s'il s'agissait de ses propres petits-enfants. Je me revois encore, haute comme 3 pommes, essayant de marcher au milieu de cette marée de fourrure qui jappait de joie. Mais, car il y a toujours un mais dans l'ombre du bonheur, le succès de ces chiots commença à faire grincer des dents au marché de Saint-Flour. Les bergers des environs, ceux-là même qui ricanaient quand Madeleine avait ramassé ce chien galeux, virent d'un mauvais œil que l'on s'arrache désormais la lignée de loup. Car c'était un fait. Les chiots de loup étaient les meilleurs. Ils comprenaient les ordres avant même qu'on ne les prononce. La jalousie, ce poison lent des campagnes, commença à s'insinuer dans les foyers. On disait que Madeleine vendait ses chiens trop cher. On chuchotait qu'elle volait le travail des honnêtes éleveurs. Un matin d'automne, la tension franchit un cap dangereux. Le maire du village, accompagné de 2 gendarmes, se présenta devant notre grille. Une dénonciation anonyme, bien sûr. On accusait ma grand-mère de maltraitance animale, prétendant que l'élevage était insalubre. C'était absurde. Le salon de Madeleine était plus propre que la mairie elle-même. Je me souviens de Madeleine, se tenant droite sur le perron, une main posée sur la tête de loup qui grondait sourdement, un son si bas qu'on le sentait plus qu'on ne l'entendait. Elle ne tremblait pas. Elle a regardé ces hommes, des hommes qui l'avaient ignorée quand elle mourait de faim, et elle a dit d'une voix claire « Ce chien m'a rendu ma dignité quand vous me l'aviez volé. Entrez si vous voulez, mais sachez que vous ne trouverez ici que de l'amour et de la sueur. » Les gendarmes sont repartis, presque honteux, mais le mal était fait. La rupture avec le village était consommée. Nous étions devenus les femmes aux chiens, celles qu'on ne salue plus, celles dont on redoute le mauvais œil. Ma mère, Chloé, en souffrait terriblement. Elle voulait que nous soyons comme tout le monde, elle voulait la normalité. Mais Madeleine lui répondait toujours la même chose. La normalité, Chloé, c'est le nom qu'on donne à l'indifférence. Je préfère être seule avec Lou que respectée par des lâches. Lou était devenu le symbole de notre résistance. Il n'était plus seulement un chien, il était le gardien de notre honneur bafoué. Il sentait cette hostilité ambiante et ne nous quittait plus d'une semelle. Il y avait dans son regard une vigilance nouvelle, comme s'il pressentait que le destin allait bientôt nous tester de la manière la plus cruelle qui soit. Car voyez-vous, l'ombre s'allongeait. Nous étions en 1995. Le calme régnait encore sur la ferme, mais l'air était électrique. Personne ne pouvait se douter que dans quelques mois, cette haine du village ne serait plus qu'un lointain souvenir face aux flammes qui allaient dévorer notre réalité. Dites-moi, avez-vous déjà ressenti ce moment précis où tout bascule, ce moment où le vent tourne et où l'on comprend que rien ne sera jamais plus comme avant? L'année 1995 commença sous une chape de plomb. Une chaleur moite, inhabituelle pour notre région, s'était installée sur les plateaux de l'Auvergne dès le mois de juin. Lou avait maintenant 6 ans. Il était à l'apogée de sa vie de chien. Un pelage dense, des muscles de prédateur et cette sagesse tranquille qui émanait de chacun de ses mouvements. Mais cette année-là, le danger ne vint pas de la haine des hommes, il vint du cœur même de notre foyer. C'était un soir de juillet. L'air était si lourd qu'on aurait pu le couper au couteau. Mes parents étaient partis pour une rare soirée à Clermont-Ferrand, me laissant sous la garde de Madeleine. J'avais 5 ans. Je me souviens encore de l'odeur de la lavande sur les draps et du ronronnement régulier de Lou, couché sur le palier, juste devant la porte de ma chambre. Le drame commença dans le silence le plus total. Au rez-de-chaussée. Un vieux fil électrique, rongé par le temps et la poussière derrière le buffet en chêne, finit par céder dans une gerbe d'étincelles. Le bois sec de la ferme n'attendait que cela. En quelques minutes, les flammes grimpèrent le long des rideaux, léchèrent les poutres séculaires et transformèrent l'escalier en un tunnel infernal. La fumée, oh cette fumée noire et épaisse, au goût de goudron,
elle s'insinua partout. Ma grand-mère fut réveillée par les craquements sinistres du plafond. Elle se précipita hors de sa chambre, mais le couloir n'était déjà plus qu'un brasier. Elle tenta de hurler mon nom, mais l'air brûlant lui coupa le souffle. Elle s'effondra, les poumons saturés de poison, perdant connaissance à quelques mètres seulement de ma porte. C'est alors que Lou entra dans la légende de notre famille. N'importe quel animal, même le plus fidèle, aurait sauté par une fenêtre ouverte pour sauver sa peau. L'instinct de survie est une loi immuable. Mais Lou possédait une loi plus forte encore, celle de la gratitude. Il ne chercha pas la sortie, il se jeta contre ma porte, la défonçant de tout son poids. Je me réveillai en pleurant, suffocant, incapable de comprendre pourquoi le monde était devenu rouge et noir. Je le vis alors, au milieu des tourbillons de cendres. Il ne jappait pas, il agissait. Avec une précision de chirurgien, il saisit le col de ma chemise de nuit entre ses crocs. Il ne me mordit pas la peau. Non, il serra juste assez pour m'entraîner. Je sentais la chaleur irréelle du sol qui brûlait mes petites mains. Je sentais ses poils contre moi, une chaleur différente, protectrice. Il me traîna littéralement à travers l'enfer. Il passa par-dessus le corps inanimé de Madeleine, me tirant centimètre par centimètre sur le plancher qui menaçait de s'effondrer. Arrivé en haut de l'escalier de service, le seul encore debout, il me fit rouler sur les marches une à une. Chaque seconde était une éternité. Je me souviens du bruit des poutres qui s'écrasaient derrière nous, de l'odeur de ses poils qui commençaient à roussir. Quand il parvint enfin à m'extraire par la porte de la cuisine et à me déposer sur l'herbe fraîche du jardin, Lou était méconnaissable. Ses pattes étaient brûlées au 3e degré, ses yeux étaient injectés de sang et de suie. Mais il ne s'arrêta pas là. Alors que je reprenais mon souffle en toussant, il retourna vers la maison en flammes. Il hurlait à la mort, une plainte déchirante qui réveilla enfin les voisins, ces mêmes voisins qui nous évitaient depuis des années. C'est son cri, ce cri inhumain, qui poussa les premiers fermiers à accourir avec des seaux et des échelles avant l'arrivée des pompiers. C'est lui qui indiqua, par ses aboiements désespérés, l'endroit exact où ma grand-mère gisait, inconsciente. Cette nuit-là, le feu dévora notre passé, mais il forgea un lien que même la mort ne pourrait briser. Regardez bien cette cicatrice sur mon épaule. Elle n'est pas une blessure. C'est le baiser de Lou, l'empreinte de celui qui a préféré brûler vif plutôt que de me laisser seule dans les ténèbres. Pensez-vous que l'âme d'un animal puisse porter en elle un sens du sacrifice plus grand que celui d'un homme? Au petit matin, le soleil se leva sur un paysage de désolation. De la vieille bâtisse familiale, il ne restait que des pans de murs noircis, exhalant une fumée grise et âcre qui stagnait au-dessus des décombres. Le silence était total, un silence de cathédrale, seulement rompu par le crépitement lointain d'une poutre achevant de se consumer. Ma grand-mère Madeleine, transportée d'urgence à l'hôpital de Clermont-Ferrand, était hors de danger, mais le choc l'avait plongée dans une prostration profonde. Moi, je restais là, assise sur une couverture au milieu du jardin, surveillée par ma mère qui tremblait de tout son corps. Et puis, il y avait Lou. Il était couché à mes pieds, le flanc haletant. Il n'avait plus rien du fier berger des Pyrénées d'autrefois. Sa fourrure magnifique était calcinée, collée par le sang et la suie. Ses coussinets étaient si gravement brûlés qu'il ne pouvait plus tenir debout. Mais malgré la douleur, ses yeux clairs ne me quittaient pas. C'est à ce moment précis que la scène changea. Les voisins arrivèrent, non pas un ou deux, mais le village entier. Ils venaient pour constater les dégâts, pour nourrir leur curiosité. Mais quand ils virent Lou, le silence se fit plus lourd encore. Monsieur Martin, le berger qui avait mené la charge contre Madeleine quelques années plus tôt, s'approcha lentement. Il regarda l'état de la maison, puis il regarda le chien, et enfin il posa ses yeux sur moi, saine et sauve. Il ôta sa casquette.
un geste de respect immense dans nos campagnes. « On s'est trompé, Madeleine n'est pas là, mais on s'est lourdement trompé, » murmura-t-il. Sans un mot de plus, il s'agenouilla près de Loup. Il sortit de sa poche un tube de pommade grasse qu'il utilisait pour ses propres bêtes et commença avec une infinie douceur à soigner les pattes du chien. Un par un, les autres villageois suivirent. Certains apportèrent des couvertures, d'autres de la nourriture, et les femmes commencèrent à déblayer ce qui pouvait l'être. La haine avait fondu dans la chaleur de l'incendie. Lou, par son sacrifice, avait accompli ce que des décennies de voisinage n'avaient pu faire. Il avait racheté l'honneur de ma grand-mère. Il n'était plus le chien galeux ou le chien maudit. Il devint, en une seule nuit, le chien de Saint-Flour. Les semaines qui suivirent furent une période de reconstruction miraculeuse. Pendant que Madeleine reprenait des forces, les hommes du village se relayèrent pour remonter le toit de la ferme. Ma mère, Chloé, qui avait tant voulu fuir cette campagne hostile, découvrit la solidarité brute de ceux qui vivent de la terre. Et au centre de tout cela, il y avait Lou. Il se déplaçait avec difficulté, boitant sur ses pansements, mais il était devenu le roi de la propriété. Chaque habitant qui passait devant la grille déposait une caresse ou une friandise. C'est ainsi que la tragédie devint le socle d'une paix durable. La sédimentation de la douleur avait laissé place à une forme de dévotion mutuelle. Madeleine revint à la ferme un mois plus tard. Quand elle vit sa maison reconstruite et Lou, bien que marquée à vie, l'attendant sur le perron, elle ne pleura pas. Elle s'agenouilla simplement, prit la tête de l'animal entre ses mains et resta ainsi, de longues minutes, le front contre le sien. À cet instant, la Sutmeh, fêlure de la famille et celle de la communauté, était définitivement refermée. Lou avait sauvé nos corps, mais il avait surtout soigné nos âmes. Les années qui suivirent cette nuit de cendres furent empreintes d'une sérénité nouvelle, une sorte d'automne doré pour notre famille. En l'an 2000, la ferme avait retrouvé sa splendeur d'antan, et ma grand-mère Madeleine, alors âgée de 50 ans, semblait avoir trouvé une paix intérieure que même la trahison de son mari n'avait pu lui offrir. Lou, quant à lui, entrait dans sa 11e année. Sa démarche était devenue plus lourde, son museau s'était paré d'un blanc de givre, et ses yeux, autrefois si vifs, étaient voilés par une légère cataracte, séquelle des fumées corrosives de l'incendie. Ma mère, Chloé, avait fini par s'installer en ville pour son travail, m'emmenant avec elle pour mes études, mais nous revenions chaque week-end. Madeleine restait seule avec Lou dans l'immensité des plateaux. Un après-midi d'octobre, alors que le vent d'automne commençait à dépouiller les hêtres de leurs feuilles rousses, Madeleine partit vérifier une clôture au fond du vallon, à près de 2 kilomètres de la maison. C'était une tâche routinière, mais le destin a parfois le goût de l'ironie. Soudain, une douleur fulgurante, comme un coup de poignard, lui transperça la poitrine. Madeleine s'effondra au milieu des herbes hautes. Elle était seule. Personne ne pouvait l'entendre. Sa respiration devint un sifflement court et douloureux. Le monde commençait à vaciller autour d'elle. Lou, qui marchait quelques pas derrière, comprit instantanément la gravité de la situation. Il s'approcha, lécha son visage baigné de sueur froide et poussa un petit gémissement d'angoisse. À 11 ans, pour un berger des Pyrénées, courir sur un terrain accidenté est un supplice pour les articulations. Mais Lou sembla oublier ses rhumatismes. Voyant que sa maîtresse ne se relevait pas, il ne resta pas à ses côtés à attendre l'inévitable. Il fit demi-tour et s'élança vers le village. Il ne courut pas vers la maison vide. Il courut vers la route départementale, là où il savait que des hommes passaient. Un facteur qui terminait sa tournée vit soudain une masse grise et boiteuse surgir du fossé. Lou ne s'arrêta pas. Il se jeta littéralement devant la camionnette jaune, forçant le conducteur à piler. Le facteur, reconnaissant immédiatement le célèbre chien de Saint-Flour, descendit en jurant. Lou n'aboya pas. Il s'approcha,
saisit fermement le bas du pantalon de l'homme avec ses dents et tira de toutes ses forces vers le vallon. « Lou, qu'est-ce qui t'arrive, vieux débris ?» demanda l'homme, d'abord agacé, puis inquiet en voyant l'insistance désespérée de l'animal. Il finit par le suivre. Lou guidait l'homme à travers les rochers et les ronces, s'arrêtant parfois pour vérifier qu'il ne le perdait pas, malgré ses propres pattes qui le faisaient souffrir le martyre. Quand ils arrivèrent enfin près de Madeleine, elle était déjà bleue. Sans l'intervention de Lou, sans cette course contre la montre d'un chien qu'on disait trop vieux, les secours ne l'auraient trouvée que le lendemain. Le facteur appela les secours par radio. Madeleine fut sauvée in extremis d'un infarctus massif. À l'hôpital, quand elle reprit conscience quelques jours plus tard, la première chose qu'elle demanda fut « Où est-il » Elle savait. Elle savait que pour la seconde fois, ce compagnon qu'elle avait sauvé de la gale et de l'abandon venait de lui rendre le souffle de vie. Lou l'attendait sur le perron de la ferme, épuisée, les membres tremblants, mais la tête haute. Sa dette n'était plus seulement payée. Il était devenu l'ange gardien officiel de notre lignée. Après cet épisode héroïque de l'automne 2000, le village tout entier comprit que Lou n'était pas un chien ordinaire. À 11 ans, il était devenu une icône vivante du plateau, mais son corps commençait à réclamer le repos. Les 4 années qui suivirent furent d'une douceur mélancolique. Une sorte de long crépuscule où chaque jour passé ensemble était vécu comme un cadeau précieux. Madeleine, consciente de la fragilité de son sauveur, avait installé pour lui un matelas épais près de la cheminée, refusant qu'il ne dorme plus jamais sur les pierres froides de la cuisine. En 2002, Lou entra dans sa 13e année. Le grand berger des Pyrénées n'avait plus la force de poursuivre les brebis. Il se contentait désormais de surveiller le jardin depuis son poste d'observation sur le perron. Ses yeux s'étaient voilés d'un blanc laiteux et il n'entendait plus le bruit des voitures qui passaient sur la route. Pourtant, il percevait toujours le pas de Madeleine bien avant qu'elle n'entre dans la pièce. C'était un lien qui dépassait les sens, une connexion invisible qui vibrait entre la vieille dame et le vieux chien. Je me souviens de mes vacances d'été à la ferme cette année-là. J'avais 12 ans. Je passais des heures à brosser sa fourrure grise, devenue rare et rêche par endroits. Madeleine me regardait faire en souriant, ses mains toujours occupées à tricoter ou à éplucher des légumes. Un soir, elle s'est assise près de moi et a posé sa main sur la tête de Lou. « Tu vois, Adeline, m'a-t-elle dit d'une voix grave, les gens pensent que c'est moi qui l'ai sauvé dans ce fossé en 1990. Mais la vérité, c'est que c'est lui qui a ramassé les morceaux de mon cœur ce jour-là. Il m'a appris que même quand on est trahi par les siens, la vie vaut la peine d'être vécue pour ceux qui nous aiment sans condition. C'est durant cette période que ma mère, Chloé, a complètement changé son regard sur l'animal. Celle qu'il avait autrefois rejetée passait désormais ses samedis à lui cuisiner des plats spéciaux pour soulager ses articulations. La réconciliation était totale. Le chien de malheur avait réussi l'impossible. Transformer une famille brisée et un village hostile en une communauté soudée par le respect d'une seule vie animale. Mais la nature finit toujours par reprendre ses droits. Un matin de printemps 2003, Lou ne se leva pas. Il resta couché sur son flanc, sa respiration lente et paisible. Il ne souffrait pas. Il était simplement arrivé au bout de sa route. Madeleine s'est installée à côté de lui sur le sol, sa tête posée près de la sienne. Elle lui a murmuré des remerciements, des souvenirs, des secrets que nous ne saurons jamais. Lou a remué la queue une toute dernière fois, un petit battement sourd contre le bois avant de fermer définitivement ses yeux voilés. Sa mort fut un événement dans toute la région. Le maire a autorisé, à titre exceptionnel, qu'il soit enterré sous le vieux pommier de la ferme.
là où il m'avait déposé après m'avoir sauvé des flammes. Le jour de l'enterrement, une trentaine de villageois étaient présents, chapeau bas. On n'enterrait pas un animal, on enterrait un membre de la famille, un témoin de notre histoire commune. Madeleine ne pleurait pas. Elle se tenait droite, drapée dans sa dignité de paysanne, mais ses yeux brillaient d'une détermination nouvelle, celle de faire vivre cette légende à travers nous. Elle savait que l'histoire de Lou ne s'arrêterait pas avec lui. C'était une semence de compassion qu'il laissait derrière lui, une graine qui allait germer en moi, jusqu'à devenir la femme que je suis aujourd'hui. Après le départ de Lou en 2003, un silence étrange s'installa sur la ferme. Un silence qui n'était pas vide, mais rempli d'une présence invisible. Madeleine avait 53 ans. Elle aurait pu sombrer dans la solitude, mais elle choisit de transformer son deuil en une promesse. Sous le vieux pommier, là où reposait le protecteur de notre lignée, elle ne fit pas ériger une pierre froide, mais elle y planta des rosiers sauvages, des fleurs qui, comme Lou, possédaient à la fois la douceur des pétales et la force des épines pour se défendre. C'est durant cette période, entre 2003 et 2010, que la ferme devint un lieu de pèlerinage discret. Les gens du village ne venaient plus par pitié, mais pour chercher conseil. Madeleine était devenue la mémoire vivante de Saint-Flour. Elle racontait souvent comment ce chien, qu'elle avait payé de ses dernières économies, lui avait appris que la richesse ne se compte pas en francs ou en euros, mais en battements de cœur fidèles. Moi, j'entrais dans l'adolescence, puis dans l'âge adulte. En 2008, à mes 18 ans, j'ai dû quitter définitivement l'Auvergne pour mes études à Paris. Le jour de mon départ, ma grand-mère m'a emmenée devant la tombe de Lou. Elle m'a tendu un petit pendentif en argent, une médaille ancienne qu'elle avait fait graver. « N'oublie jamais d'où tu viens, Adeline, m'a-t-elle dit. Et n'oublie jamais que la vie la plus insignifiante aux yeux du monde peut être celle qui sauvera la tienne. » La logique de notre famille a toujours été circulaire. En 2015, alors que Madeleine fêtait ses 65 ans, elle m'a appelée. Sa voix tremblait un peu, non pas de vieillesse, mais d'émotion. Une association de protection animale de la région venait de récupérer une portée de bergers des Pyrénées abandonnée dans une grange. « Il y en a un, Adeline. Il a exactement la même tache blanche sur le poitrail que lui, » m'avait-elle murmuré. Sans hésiter, nous avons adopté ce chiot. Nous l'avons nommé Lou II. Ce n'était pas pour remplacer le premier, car personne ne remplace un héros. C'était pour assurer la continuité. Pour que les pas d'un chien résonnent toujours sur les dalles de la cuisine. Pour que Madeleine, en vieillissant, ait toujours un museau humide à caresser lorsqu'elle se réveillait la nuit avec le souvenir des flammes de 1995. Ce nouveau compagnon a apporté une seconde jeunesse à ma grand-mère. Il l'accompagnait au marché, il l'aidait à ramasser le bois, et surtout, il est devenu le confident de ses vieux jours. Grâce à lui, Madeleine n'a jamais laissé son cœur se refermer sur l'amertume du passé. Elle a continué à sourire aux voisins, même à ceux qui l'avaient autrefois insultée. La présence de Lou II rappelait à tout le village que le pardon est une fleur qui pousse mieux sur le terreau de la gratitude. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je réalise que cette période de transition a été essentielle. Elle a permis de prouver que l'héroïsme de Lou n'était pas un accident, mais le résultat d'un investissement émotionnel profond. Madeleine a prouvé que si l'on traite un être avec dignité, il nous le rendra au centuple. C'est cette leçon de vie, plus précieuse que n'importe quel héritage matériel, que j'ai emportée avec moi dans ma vie de femme active, en attendant le jour où, à mon tour, je devrais prendre le relais de cette étrange et magnifique tradition. Nous sommes maintenant en 2020. Le monde semble s'être arrêté un instant, mais dans notre petit coin d'Auvergne, le cycle de la vie poursuit sa course immuable. Ma grand-mère Madeleine fête ses 70 ans.
Elle a cette élégance des femmes de la terre, un visage sculpté par le grand air et des yeux qui, malgré les années, conservent une clarté d'enfant. Lou II est devenu un compagnon robuste, un peu moins solennel que son prédécesseur, mais doté de la même vigilance silencieuse qui caractérise sa lignée. C'est durant cette année-là que j'ai pris une décision radicale. À 30 ans, après avoir vécu le tumulte de la vie parisienne, j'ai ressenti un besoin viscéral de revenir à mes racines. Je suis revenue m'installer à la ferme, ramenant avec moi mon propre bagage, mes doutes de femme moderne, mais aussi une conviction profonde. J'ai compris que l'héritage que Madeleine m'avait transmis ne se trouvait pas dans les actes notariés, mais dans cette capacité à voir la lumière là où les autres ne voient que des ténèbres. Madeleine et moi passions de longues soirées à discuter sous le porche, avec Lou II allongé sur nos pieds, formant un rempart de chaleur contre la fraîcheur des nuits de montagne. Elle me racontait des détails qu'elle n'avait jamais osé dire auparavant. Elle m'a confié qu'en 1990, lorsqu'elle avait ramassé Lou dans le fossé, elle ne cherchait pas à faire une bonne action. Elle cherchait simplement un miroir à sa propre détresse. « Je me voyais en lui, Adeline, disait-elle. Battue par la vie, abandonnée sur le bord de la route, en le soignant, c'est moi que je soignais. » C'est là que réside la véritable magie de notre histoire. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un chien qui sauve une famille, c'est l'histoire d'une réparation mutuelle. Lou a sauvé ma grand-mère de la solitude et du désespoir bien avant de me sauver des flammes. Il a restauré sa confiance en l'amour, une confiance qui avait été piétinée par la trahison de mon grand-père. Sans cette première étincelle de compassion, la chaîne de miracles qui a suivi n'aurait jamais existé. Le village de Saint-Flour a lui aussi achevé sa mue. Les petits-enfants des bergers qui insultaient Madeleine autrefois viennent aujourd'hui lui demander des conseils sur l'éducation de leurs propres chiens. Lou est devenu un nom commun dans la région, un synonyme de courage. On ne parle plus de la vieille et son chien, mais de la mémoire du plateau. La cicatrice sur mon épaule est devenue un sujet de fierté, un tatouage naturel qui raconte que je suis la survivante d'un amour hors du commun. En 2025, alors que je regarde Madeleine préparer le café dans la cuisine rénovée, je vois Lou II la suivre pas à pas. La boucle est bouclée. La ferme est redevenue un lieu de vie, de passage et d'espoir. Nous avons prouvé que la résilience n'est pas un acte solitaire, mais une symphonie que l'on joue à plusieurs, peu importe le nombre de pattes de ceux qui nous entourent. Tout est prêt pour que je puisse, à mon tour, porter ce flambeau et le transmettre, le moment venu, à ceux qui viendront après moi. Car l'amour, lorsqu'il est aussi pur que celui d'un animal, ne meurt jamais vraiment. Il change simplement de forme pour continuer à nous protéger. Aujourd'hui, nous sommes le 17 décembre 2025. Un vent frais d'hiver fait craquer les poutres de notre vieille ferme, mais à l'intérieur, la chaleur du poêle à bois enveloppe chaque pièce d'une douceur protectrice. Ma grand-mère, Madeleine, a 75 ans. Ses mains, autrefois si luttantes, reposent enfin sur ses genoux. Près d'elle, Lou II soupire dans son sommeil. En l'observant, je réalise que la boucle du destin est enfin bouclée. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle se transforme en une sagesse éternelle. Toute cette aventure m'a appris une chose fondamentale que la vie urbaine tente souvent de nous faire oublier. La frontière entre les espèces est une illusion créée par l'orgueil humain. En 1990, Madeleine n'a pas seulement sauvé un chien, elle a sauvé l'humanité qui restait en elle. Lou n'a pas seulement sauvé une enfant des flammes en 1995. Il a sauvé l'avenir d'une lignée qui, sans lui, se serait éteinte dans les cendres de l'indifférence. Le plus grand héritage que ma grand-mère me laisse, ce n'est pas cette terre, ni ces murs. C'est la preuve vivante que la bonté est un investissement dont les intérêts se récoltent parfois des décennies plus tard
et souvent de la part de ceux que l'on attendait le moins. Lou a été le père que je n'ai pas eu, le gardien que le village n'avait pas, et le miroir de l'âme d'une femme trahie. Regardez autour de vous. Dans ce monde de 2025 où tout va si vite, où l'on jette ce qui est vieux, ce qui est laid, ce qui est brisé, nous oublions que dans chaque créature galeuse rencontrée sur le bord du chemin se cache peut-être le sauveur de notre propre existence. Ma cicatrice est là pour me rappeler que ma vie appartient à un chien qui n'avait rien, mais qui a tout donné. Alors, avant que cette histoire ne s'achève dans le silence de la nuit auvergnate, je voudrais vous laisser sur ces réflexions qui font encore débat dans notre village et qui, je l'espère, résonneront en vous. Le sacrifice originel. Si Madeleine avait été raisonnable en 1990 et avait utilisé son argent uniquement pour nourrir sa famille humaine, je ne serais pas là pour vous parler. Pensez-vous que la dévotion envers un animal puisse parfois primer sur les besoins immédiats d'une famille? Est-ce de la folie ou de la clairvoyance? La dette de sang, peut-on vraiment dire qu'un animal agit par amour ou est-ce seulement une question d'instinct? Est-ce que le fait de savoir qu'un animal a sauvé une lignée change votre regard sur les lois actuelles de protection animale? Avez-vous déjà rencontré, dans votre vie, un être, humain ou animal, que tout le monde rejetait, mais qui a fini par devenir votre plus grand pilier? L'histoire de Lou et de Madeleine n'est pas qu'une légende locale de Saint-Flour. C'est un défi lancé à chacun d'entre nous. Ne détournez pas le regard du fossé, car c'est peut-être là que vous attend votre destin. Souhaitez-vous que je vous aide à structurer les mots-clés et les descriptions pour la mise en ligne de ce récit sur vos plateformes afin que l'héritage de Lou puisse toucher le plus grand nombre? Just lost the game. Perky. Okay. No! Oof, sorry. Oh, I landed here. That's not so bad. Oh. I upset the dog with that one. Yeah, that could have been so much worse. He says hi, Alex. He says you didn't wish him happy birthday though, and he'll remember that. That hurt to watch. It hurt to slam my hand on the desk as well. It actually really hurt. Cancel. Whoa! In the crack. Yeah. Oh, yeah. At least I didn't have to go back down the crack, you know? Oh my god. Okay. I guess we're doing this. Okay. My keyboard was in the way of my mouse. Okay, I love that. Flick and up. There you go. Right. Hey, Gurus! Welcome in! You know we have a Euros here. So do I pronounce your name like that? Like Euros? But Guros? Like Gyros? Ooh. Okay, I'm gonna crash out. I'm gonna crash out. Oh, Tetsuki, you have to be really specific of the name. Do exclamation mark remove. Yeah, do exclamation mark remove. I really don't want to listen to that song. Unpopular opinion, guys. I hate Rihanna. Ah! Oh, I'm gonna crash out! Okay. Here you go, Tetsuki. Hang on. There you go. You can post a link now. Oh, I just permitted anyone. That's really good. Okay. Well done. I'm a professional streamer. This is my job. Okay. I love how sometimes when I really don't want it to slip, I click as if that's gonna hold on, just like extra hard. That was kind of slick, guys. I don't know if you all just saw that, but that was really slick.
Why are you posting my own Twitch back in my stream, Nagi? What are you doing? Is that a slight? Twitch links are allowed. I could make it so Spotify links are allowed, actually. That would be a sensible... Oh, it happened again. Keep Shut on up, trying. Don't let Bennett. it get to You won't trigger me. Will. This is good. Oh my god. Fuck off. I'm not falling down the bottom. She just got up and left. You didn't like my language. Oh yeah. How long, as in like how many things can you request, or how many requests are there before yours? Do exclamation mark Q. Literally just the letter. Fuck off. Guys, I'm struggling on the most, like, the easiest bit. Oh. Try exclamation mark Q with the word. I swear with most people it's Q with the letter, but oh my god. Stop that. Stop that. There we go. Okay. Maybe I changed it. And breathe. Just connect with nature. Okay, we're locking back in.